il y a 6 jours, j'ai acheté une voiture accidentée. Qui ne roulait plus. Et cette voiture, c'est la Mercedes G-Wagon. Oh non. Oh, je deviens ma boule avec cette voiture. Et maintenant, je vais essayer de faire plus de 3000 km avec. Enfin, si ça marche. Le G-Wagon est un SUV de luxe qui coûte un paquet. Mais à l'origine, il a été conçu pour l'armée, puis s'est peu à peu transformé en un 4x4 sportif, un peu comme ceux qu'on voit dans les films sur la mafia. Et maintenant, on les voit surtout dans des villes comme Monaco et Miami. Le prix de ces voitures m'a vraiment refroidi. Mais quand l'une d'entre elles a été mise aux enchères, elle ne roulait plus et avait eu un accident. J'ai compris que c'était le moment où je pouvais en avoir une, au prix que je voulais payer. Voilà, c'est fait. On est vendredi 12 décembre. Et dans 6 jours, jeudi prochain, on veut être dans ce G-Wagon en route pour la Suisse. Je viens littéralement de l'acheter aux enchères. Et cette enchère G3 n'est même pas une enchère de voiture accidentée, c'est plus pour récupérer des biens saisis. Ils m'ont envoyé un message pour me dire qu'ils avaient reçu une voiture accidentée. Alors ça pourrait être pour moi, mais actuellement elle ne marche pas. Lui s'appelle Wayne. Je veux dire, il a déjà un nom. Donc, voici Wayne le G-Wagon. C'est un G63 de 2020, avec 82 000 km au compteur. On voit bien qu'il a eu un accident à l'avant. Mais pour une raison que j'ignore, il ne démarre pas et ne roule pas. On dirait que ça a été repoussé. Et on dirait qu'il y a eu une fuite d'huile ou un truc du genre. Ouais, c'est là où se trouve le refroidisseur d'huile. En fait, ça a pas l'air trop mal. Ça a l'air bien. Ça n'a vraiment pas l'air mal du tout, non? Et j'ai plutôt bien réussi. C'est une super affaire, je trouve. Il y a un petit dégât là sur le pare-choc. Non, c'est rien, ça va. Mais c'est vraiment un dégât mineur. Ah, c'est comme... L'intérieur est couleur crème. Ouais, on est des gangsters. Même phare. Les phares sont en bon état? Oh, il y en a un qui est cassé. Oh, il est cassé. C'est quoi ça? Oh, mon regarde Dieu. ça. Regarde le sol. Oh, qui a mis de la moquette crème dans la voiture? Oh, et là c'est couleur chocolat. Bon, l'intérieur est un peu dingue, mais aucun airbag ne s'est déployé. Et bien sûr, la voiture devait rouler pour avoir un accident. Donc rien de tout ça n'explique pourquoi elle ne roule pas. Je crois savoir pourquoi elle ne démarre pas, et j'espère vraiment savoir pourquoi elle ne marche pas. On ne va pas le dire aux gars ici, parce que je pense qu'on a fait une bonne affaire. Mais je peux te dire un truc? Quoi? Je pense pas que ce soit une bonne affaire. Pourquoi? Parce que le gars a dit qu'il venait de rentrer d'un garage un peu plus loin dans la rue, et il y a un gros problème. C'est quoi le problème? Il manque peut-être une partie du carter latéral de la boîte de vitesse. Oh non! Tu plaisantes. Non. Il manque un truc dans la boîte de vitesse. Je crois, ouais. Je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle est là. Et il m'a répondu, ça fait un moment qu'elle est là. Elle vient juste de rentrer du garage en bas de la rue et apparemment il y a un trou dans la boîte de vitesse. Ok. C'est bizarre que ça ait claqué à l'avant en même temps qu'il y a eu des dégâts à la boîte de vitesse. Tu penses que c'est à cause d'un accident? Ou ça vient de quelqu'un qui a fait... Ouais! De la marche arrière à la première? Je sais pas. Je dirais qu'il a roulé sur quelque chose vu les dégâts à l'avant. C'est possible. Ah ouais, t'as raison. Comme un... Mais la garde au sol est tellement haute, donc il y a peut-être un trou dans la boîte de vitesse. Ok. Au moins, le moteur est là. Tant que le moteur tourne, j'ose pas essayer de le démarrer parce que ce refroidisseur d'huile a l'air d'avoir pris un coup. On va l'amener à l'atelier et voir si tout ça est vrai. Ce qui est probablement le cas. Mais voyons si on peut arranger ça. Allez, Wayne. Alors, la rumeur dit qu'il y a un trou dans la boîte de vitesse. Mais la voiture est bien passée au point mort. Donc ça pourrait être facile à réparer. En fait, en regardant en dessous, je n'ai rien vu de particulier. Et le fait qu'il ait réussi à passer le point mort, je pense que je ne vois rien d'étrange. Tu crois vraiment? Eh bien, il est passé au neutre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est ce que je pensais. Regardez ça, l'accès au salon privé AMG. 4e, tant pis, c'est la participation qui compte. On peut en apprendre beaucoup sur l'ancien propriétaire juste grâce au truc qu'il a laissé dans la voiture avant qu'elle ne soit mise aux enchères. Mais ce G-Wagon est bizarre.
Et plus on en apprend sur lui, plus le tout devient bizarre. Le fait que ce soit une vente aux enchères de saisie et que la voiture ne roule pas à cause de dégâts. C'est déjà assez bizarre. Mais ça va le devenir encore plus. Ouais. Vas-y. Encore. Bon, est-ce que Wayne a un trou dans sa boîte de vitesse? Voyons voir. Doucement. En regardant sous la voiture, je n'ai rien vu qui soit bizarre. Bon, il n'y a pas d'huile ici. Donc pour moi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'huile dans la boîte de vitesse. Évaluation rapide. Oh. C'est un refroidisseur de transmission. C'est pour ça qu'il y a un trou dans la boîte de vitesse? Parce que si ça a été arraché et que la boîte a surchauffé, alors il pourrait bien y avoir un trou dans la boîte de vitesse. Mais où est ce trou? Bon, il n'y a pas de trace évidence de trou dans la boîte de vitesse. Juste des dégâts sur le refroidisseur de transmission, ce qui aurait pu endommager la boîte de vitesse si elle avait tourné sans refroidisseur. Bon, commençons par le commencement. On va sortir l'huile et voir si Wayne en a. Comme on ne trouve rien de flagrant là-bas, j'allais commencer à enlever le soubassement pour voir s'il y avait des dégâts sur le moteur en dessous. Ensuite, on pourrait voir s'il y a vraiment de l'huile à l'intérieur du moteur, parce qu'il y a une chance que la voiture ait roulé sans huile, vu que le refroidisseur d'huile avant était abîmé. Et si c'est le cas, si le moteur s'est arrêté, il faudrait peut-être le refaire à fond. Il y a un peu d'huile ici. Ouais. Mais pas de pétrole. Et alors, pourquoi y a-t-il autant d'huile ici? Je pense que ça vient du refroidisseur d'huile, c'est juste une projection, non? Je peux rien dire pour l'instant. Je sais pas si c'est bon ou pas. Tu ne sais pas si c'est bon ou pas? S'il n'y a pas d'huile qui sort... Ouais, ou en morceaux. C'est parti, les fans de sport. S'il te plaît, et de l'huile. Oh, mon Dieu! Ça a l'air humide. Ouais! Oh, elle est pas propre. Ouais. Maintenant, je sais pas si je dois m'inquiéter ou pas. Si ça démarre pas et qu'il y a de l'huile dedans, pourquoi ça démarrerait pas? S'il y a des données d'accident, c'est qu'il y a un truc pour enregistrer les données d'accident. Et tu penses qu'avec ta voiture, ça peut s'effacer? Ou alors c'est comme Lamborghini et il faut l'emmener chez Lamborghini? Je sais pas, on va voir. Sur les nouvelles Mercedes, quand la voiture pense qu'elle a eu un accident, le CU enregistre les données de collision, ce qui vous empêche de redémarrer la voiture. Et la seule façon d'effacer ces données d'accident, c'est de les scanner avec un outil de diagnostic, puis lui dire que tout est bon pour redémarrer la voiture. Et je pense que c'est pour ça que cette voiture ne démarre pas. C'est quoi tout ça? Comment tu fais pour avoir cette couleur si t'as un G-Wagon? C'est la Je classe. pensais que c'était fait pour les fermes et tout ça. Aussi, Ouais, c'est comme ça que je conduis. c'est comme ça qu'il Parce conduisait. que quand t'es à Birmingham, tu dois te cacher derrière le montant arrière. Oh, ouais. Donc si on t'attaque, on peut pas t'avoir. Et puis, tchic, tchic, coup de coude. Avant de démarrer la voiture, on doit mettre de l'huile. Cet outil sert à démonter la roue. À l'intérieur de la voiture. Waouh! Et ce n'est pas aussi simple que de juste le verser. D'abord, je vais enlever la roue avant pour qu'on puisse accéder au refroidisseur d'huile cassé à l'avant. Heureusement, toute la suspension a l'air en bon état. Mais maintenant, on voit ce refroidisseur d'huile cassé. Ou du moins, les tuyaux sont cassés. Ce que je vais faire ici, c'est enlever les tuyaux plus loin sur la ligne, puis essayer de combler le vide en contournant le refroidisseur d'huile. Voici notre nouveau refroidisseur d'huile. Ça va combler le vide. On le comble! Ce tuyau va maintenant combler le vide en contournant le refroidisseur d'huile, ce qui devrait suffire pour garder assez d'huile dans la voiture et la démarrer pour la première fois. Maintenant, on peut poser la voiture et ajouter un peu d'huile dans le moteur. On va mettre n'importe quoi pour l'instant, parce que on devra faire l'entretien quand on changera le refroidisseur d'huile, donc il faut tout casser pour que ça démarre. On met de l'huile Valvoline, pour être sûr de ne pas démarrer cette voiture à sec. Ok, il y a juste assez de Valvoline pour démarrer, il en faut beaucoup plus que ça. Mais on veut juste que ça marche pendant 3 secondes, juste pour savoir à quoi on a affaire ici. Si on a fait une bonne affaire, ou... une... Je voulais dire quelque chose avec un B, une bonne affaire ou... un bide. Bon, c'est le moment de la démarrer. Ou au moins essayer.
On a un problème avec le système de retenue, sûrement à cause du capteur de collision à l'avant. Il manque un capteur de collision juste au-dessus du refroidisseur d'huile. C'est pour ça que le voyant d'airbag est allumé. Démarrer le moteur. Je me lance? Ouais, vas-y. Mais j'ai beau appuyer plusieurs fois sur le bouton démarrer, Rien? le moteur ne démarrait pas. Rien. Il n'essayait même pas. Non, ça démarre pas. Première chose à faire avant de brancher mon OBD, on va vérifier le pyro. Mais les airbags se sont pas déclenchés. Aucun airbag ne s'est déclenché sur cette voiture. Et normalement, si un airbag se déclenche, le fusible pyrotechnique se casse, ce qui vous empêche de redémarrer la voiture. Donc il y a peu de chances que le fusible pyro soit grillé, mais ça vaut quand même le coup de vérifier. Donc, ce qui est intéressant, c'est que quand je regarde la voiture sur Car Vertical, même si cette voiture n'est pas enregistrée comme endommagée, il est toujours indiqué qu'elle a fait l'objet d'un crédit bail ou d'un financement. Et comme cette salle de vente est un organisme de financement de reprise de possession, je les ai appelés et ils m'ont dit qu'ils effaceraient le financement une fois la voiture vendue. C'est comme ça que ça se passe dans ce genre d'enchères. Ce qui est marrant, c'est que sur Car Vertical, la voiture est marquée comme endommagée, mais elle n'est pas classée dans cette catégorie. Donc quelque part, elle a été évaluée et a été notée comme étant endommagée. Et comme cette voiture n'a pas de catégorie, ça veut dire que le proprio n'a jamais demandé de remboursement à son assurance pour l'accident. Fusible pyrotechnique. Fusible pyro. Ça a l'air intact? Mais pour être sûr, on doit tester ce truc, pour vérifier qu'il envoie bien du courant au démarreur. Quelqu'un a déjà tripoté ça, regarde. Le bouchon est enlevé. Bon, maintenant, je vais juste voir... Bon, d'accord. Je vais vérifier que ça marche. 12 volts. Bon, maintenant, je vais voir si j'ai 12 volts après le fusible pyro. « 12 volts. 12 volts après le fusible pyro. Ouais. Donc ça ne démarre pas et le fusible pyro est en bon état. Après, j'ai branché mon lecteur OBD pour voir si les données de l'accident étaient enregistrées dans l'ECU. Et si c'est le cas, on devrait pouvoir les effacer. Ok, je vais d'abord régler les problèmes. Voyons ce que ça donne. J'ai un problème avec le moteur. La direction assistée. Capteur de stationnement avant. C'est marrant, il n'y a pas de module SRS. Pas de module d'airbag, même si le capteur de collision est désactivé. Tu veux voir? Donc il n'y a pas de données d'accident sur la voiture. Mais on n'arrivait toujours pas à la démarrer. C'est complètement mort. Regardez ça. Ici, vous savez ce qui s'est passé avec le capteur de collision à l'avant? C'est ça. En fait, c'est sûrement pour ça que ça ne démarre pas. Ok. Donc cette prise... Ce qu'on veut éviter, c'est de le déconnecter. J'ai branché le capteur de collision à l'avant. Je vais voir si ça marche maintenant. J'essaye? Ouais, allons-y. Allez. Rien. Mais toujours rien. On a ensuite vérifié tous les fusibles. Et on dirait que quelqu'un était déjà passé par tous ces endroits avant. Et a fait la même chose que nous. Et ça, c'était un peu déroutant. Jusqu'à ce que ce code d'erreur apparaisse. Ah! Je crois que j'ai trouvé. Est-ce que les feux de freinage s'allument? Appuie dessus. Pas maintenant. Le commutateur de frein est cassé. Ah bon? Donc il pense que t'es pas en train d'appuyer sur les freins. C'est quoi ça? C'est un code erreur? Regarde. Le commutateur A de la pédale de frein a un problème. La comparaison des signaux est défectueuse. Le commutateur de frein est cassé. Parce que si tu mets pas ton pied sur le frein, si le système pense que t'as pas appuyé sur le frein, la voiture démarre pas. Bon, il faut trouver un nouveau commutateur. Mais c'est bizarre que ça ait planté et que la pédale de frein ne marche plus. Mais qui sait? Des trucs plus bizarres sont déjà arrivés. Je suis en train d'enlever la garniture près des pédales pour pouvoir accéder au contacteur de la pédale de frein. Et si on arrive à contourner le contacteur pour lui faire croire que le frein est enclenché, on pourrait peut-être démarrer la voiture. En fait, si c'est le commutateur des feux de freinage, ouais, c'est une bonne affaire. Est-ce que ça pourrait être aussi simple que ça? Une voiture qui ne roule pas, juste à cause d'un petit commutateur sur la pédale de frein? Ça a l'air correct. Mais qui sait? Je vais maintenant l'enlever pour voir s'il y a un problème. Il doit juste y avoir un petit capteur qui, quand il touche du métal,
détecte que la pédale de frein est relâchée, ou quand il touche la pédale de frein. Je pense donc que le capteur est défectueux. Ok, si je branche ça maintenant, les feux devraient s'allumer. Car il n'est pas appuyé contre la pédale de frein. C'est branché. Ouais, les feux de freinage sont allumés. Les feux sont allumés. Ouais. Ok, Attends, donc si t'appuies sur le démarreur maintenant, ça devrait démarrer? ouais, ça devrait. Bon, on pense que c'est ça le problème. Mais essayons. Si j'appuie sur le bouton maintenant, cette voiture devrait démarrer. À moins que ça ait besoin de pression de freinage. Donc, même si le commutateur de frein marche maintenant, la voiture ne démarrait pas. On ne sait toujours pas pourquoi. C'est juste bizarre. Si le moteur est grippé, Non mais il y avait de l'huile dedans. c'est pas vraiment une bonne affaire. Il y avait de l'huile dedans. Mais si elle avait calé, il y aurait pas eu d'huile dedans, non? Quelqu'un a dit qu'il y avait de l'huile dans la boîte de vitesse. Mais ça causerait pas un grippage. À moins que le moteur puisse pas tourner parce qu'il est coincé dans un rapport. Mais on l'a mis au point mort. Ouais, ça a roulé. Maintenant que le commutateur de frein a été réparé, un autre code est apparu sur l'hôtel, indiquant que le démarreur était défectueux. Démarreur. Tu sais, l'année dernière, Ouais, on a acheté une Rolls-Royce. ouais, Et on a dû démonter tout le moteur ouais. pour changer le démarreur. Et l'intérieur était crème aussi. Ouais, c'est vrai. Et on l'a emmené en Suisse. Oh non. Ouais, on n'a jamais eu ce problème avant. Mais on n'aurait pas eu ce problème si on n'avait pas appuyé sur le frein. Alors, est-ce que ça pourrait être un démarreur défectueux? Y a-t-il des chances que le démarreur tombe en panne juste après un accident? Encore une fois, on a déjà vu des trucs plus bizarres. Donc maintenant, on a soulevé la voiture pour voir si on peut accéder au démarreur. En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre du 12 volts ici. Et ensuite, au lieu de compter sur le signal de la voiture en appuyant sur le bouton pour démarrer le moteur, mon père va le faire à la main. Je vais faire le signe. Alors, si ça marche pas, on saura que le démarreur est défectueux. Mais si ça marche, si le démarreur tourne et que le moteur démarre, c'est qu'il y a un autre problème. Mais pour l'instant, on n'arrive pas à faire tourner le moteur. Mon père est en train de brancher le démarreur directement et va lui envoyer du courant. Le démarreur est mort, mais il n'y avait rien. Ok, le démarreur est mort. Pourquoi le démarreur est-il en panne? Moteur vraiment mauvais. Moteur vraiment mauvais. On peut le tester? Ouais. On va voir. Mais tu sais, il y a peu de chances que t'aies un accident et que ton démarreur tombe en panne. Tu vois, c'est comme si on doit avoir la chance de notre côté. Parce que quelles sont les chances que t'aies un accident et que ton démarreur tombe en panne? Bon, ce qu'on peut faire maintenant, c'est essayer de mettre une douille à boulon sur l'extracteur avant et voir si on peut faire tourner le moteur. Ouais, et si on n'y arrive pas, moteur vraiment mauvais. Ouais. Et démarreur vraiment mauvais. Parce que le démarreur avait du mal à faire tourner le moteur, ce qui était vraiment mauvais, et il a lâché. Donc c'est une réaction en chaîne. La pédale de frein ne nous laisse pas allumer le démarreur. On l'a réparé. Maintenant, le démarreur ne nous laisse plus allumer le moteur. Mais si on répare le démarreur, est-ce qu'on va se retrouver avec un moteur en panne? C'est une réaction en chaîne. Espérons que non. Espérons qu'il ait eu un accident et que le démarreur ait décidé de ne plus fonctionner. Bon, on va essayer de démarrer le moteur à la main avec le démarreur avant. Si on arrive à le faire tourner à la main, ce serait un énorme soulagement. C'est juste le démarreur. Si on n'y arrive pas, eh bien, tant pis. Et voilà. C'est vraiment solide. Ça aurait bougé un peu, au moins. C'est bloqué. Oh non. Quelles sont les chances qu'il y ait un accident, que le moteur cale, que le démarreur tombe en panne, que le commutateur de feu de frein lâche, tout ça en même temps? C'est super rare, mais ça arrive. Ça nous arrive à nous. Je comprends pas comment ça a pu arriver, je comprends vraiment pas.
Comment ça a pu arriver? À moins que tout se soit arrêté d'un coup et que la boîte de vitesse se soit bloquée ou un truc du genre. C'est comme si la boîte de vitesse était bloquée et avait grippé le moteur. Waouh, il y a bien toujours une raison pour laquelle elles sont mises aux enchères. Et puis, si t'as un accident, pourquoi tu fais pas jouer ton assurance? Peut-être qu'elle n'était pas assurée. C'est vraiment bizarre. Comment le moteur a-t-il calé? Ce n'est pas parce qu'il manquait d'huile, parce qu'il y en avait. Et il devait sûrement être en marche au moment de l'accident, pour qu'il y ait eu un accident. À moins que quelque chose ne l'ait percuté alors qu'il était à l'arrêt. Mais alors est-ce que le moteur était déjà grippé et que quelqu'un l'a percuté? Rien ne colle. En regardant encore le rapport CAR vertical, cette voiture a passé son contrôle technique en 2023. Et n'en a pas passé d'autres depuis. Donc, le moteur a dû caler entre 2023 et maintenant. Donc, il a peut-être été hors service pendant longtemps. Ça n'a pas de sens. C'est énervant. C'est quoi le problème avec le moteur? Ça n'a aucun sens. Bon, eh bien, il va falloir sortir le moteur. Ouais, je pense qu'on devrait... On peut sortir le moteur et enlever une bougie. Ok, ouais, on va retirer le moteur. On va retirer le moteur et on va voir ce qu'il en est. De toute façon, il faut le sortir, il est cassé. Ces voitures n'ont pas de sous-châssis dévissable en dessous, donc il faut sortir le moteur par le haut. C'est un cauchemar, mais on va devoir le faire. 6 jours. Allez. Plus que 6 jours pour remettre cette voiture en état de rouler. Et on n'arrive même pas à la faire démarrer. Et on ne sait pas du tout pourquoi. Quoi qu'il en soit, on doit retirer le moteur, que ce soit pour le réparer ou pour en trouver un tout nouveau. D'abord, on enlève le radiateur. Ensuite, si on va en dessous, on a pensé qu'il serait plus facile de retirer le moteur, s'il n'y avait pas de boîte de vitesse connectée. Donc on va enlever l'arbre de transmission et ensuite on va commencer à dévisser la boîte de vitesse du moteur. Ça devrait alors descendre séparément. Et on dirait que les rumeurs sur la boîte de vitesse n'étaient pas vraies du tout. Elle avait l'air en bon état. Et le convertisseur de couple qui était resté sur le moteur avait l'air en bon état aussi. Mais qui sait, la boîte de vitesse pourrait être en fait grippée. Une fois retirée, on peut redescendre le tout et commencer à débrancher tout le câblage et tout ce qui relie le moteur à la voiture. Je retire le phare ici parce qu'il y a des câbles dans le passage de roue que je dois débrancher et faire passer vers le moteur. Ok, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est d'essayer de le soulever. La boîte de vitesse est sortie. On va essayer de soulever le moteur et de le retirer par l'avant. On va peut-être voir s'il y a de l'eau dans le moteur. C'est la seule chose à laquelle je pense, sinon le moteur est cassé. C'est la seule chose à laquelle je peux penser. Est-ce que la voiture a plongé dans l'eau, a aspiré de l'eau, ce qui a fait gripper le moteur? Je pense qu'une fois qu'on aura sorti ce moteur, on devrait pouvoir le découvrir. Et on y est presque. Tire, tire, tire. Je tire. Tire. Ouais! Le moteur est sorti. Imagine qu'il tourne maintenant. Ok, maintenant on a retiré le démarreur du volant moteur. Donc on l'a retiré du volant moteur. On va voir si le démarreur a toujours bien fonctionné ou s'il a lâché parce que le moteur était bloqué. On essaie juste de faire le calcul, on essaye de comprendre ce qui est arrivé à cette voiture. On est prêt? Je pense que ça va être... mort. Et c'est le cas. Ok. Prochaine étape. On doit jeter un œil dans le cylindre pour voir exactement ce qui est arrivé à ce moteur. A-t-il été endommagé par une inondation ou pas? Et je pense que le mieux, c'est de vérifier les trous des bougies. On va voir s'il y a vraiment de l'eau là-dedans. Parce que c'est quoi ce truc? De toute façon, le moteur est sorti, parce que s'il y en a un, s'il est grippé, eh bien il est grippé. On doit trouver pourquoi il est grippé. Et ouais, les bougies d'allumage sont le meilleur moyen de vérifier. Petite caméra en bas. Il se peut qu'il ne soit pas saisi. C'est peut-être juste la chaîne qui a cassé et qui est coincée. C'est possible. S'il n'y a pas de trace ici, c'est que la chaîne a dû casser. Bon, pour comprendre ce qui cloche avec ce moteur, je vais commencer à démonter le bloc bobine pour qu'on puisse accéder aux bougies. Les blocs de bobine sont sur le dessus du moteur et sont presque toujours par paire. Les deux sont maintenant retirés. Oh, en voilà un. Et maintenant, on peut dévisser les bougies. Et je devrais pouvoir voir à l'intérieur des cylindres. Une fois les bougies retirées, tout a l'air normal. Oh! À part celle-ci, qui était super huileuse. Donc,
on a mis la caméra. Mais ça n'a donné absolument rien. À l'intérieur du cylindre, tout avait l'air normal, bien sec et sans rien d'anormal. Puis je l'ai glissé dans un autre cylindre, et là encore, tout semblait normal. Donc cette huile devait juste être un excès que quelqu'un avait renversé en faisant l'appoint. Tous les cylindres étaient pareils, et n'avaient rien de spécial. On est ensuite passé de l'autre côté du moteur. N'oubliez pas, c'est un V8. On doit vérifier les 8 cylindres. Encore une fois, les bougies ont l'air en bon état. Et à l'intérieur de ces cylindres, tout est en bon état aussi. Bon, maintenant que les bougies sont retirées, voyons si on peut le faire tourner. Sans bougie, il n'y aura pas de compression dans les cylindres. Donc le moteur devrait tourner super facilement. Donc c'est ce qu'on essaye maintenant. Mais ça restait bloqué. C'est coincé. C'est bloqué. Ouais, ça mène nulle part. Oh. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'aime bien le fait qu'il n'y ait pas d'explication logique à ça. Si une chaîne avait cassé, on pourrait au moins le tourner dans un sens, juste un tout petit peu. Essaye comme ça. Il n'y a pas de liquide dans les cylindres. Aucun autre signe indiquant qu'il y a un problème. Si une chaîne avait cassé, on pourrait au moins le tourner un petit peu. À moins qu'elle ne soit pas complètement coincée. La chaîne est coincée. Franchement, je sais pas. Je sais vraiment pas ce qui a pu se passer. Je pense qu'il faut démonter encore plus pour pouvoir trouver le problème. On a déjà remonté un de ces moteurs. C'était super dur. On a eu du mal à trouver un bloc moteur pour l'un d'entre eux. Et on a dû en acheter un pour la voiture. La seule option qui me vient à l'esprit pour l'instant, c'est de limiter les pertes et d'essayer de trouver un moteur d'occasion sur eBay. Parce qu'il est clair que celui-ci est fichu. Le démarreur est fichu. Le moteur est fichu. On ne sait même pas non plus si la boîte de vitesse est en bon état. Parce que du liquide s'en échappait. Et quoi d'autre est cassé ici? Pourquoi ça a cassé? Je peux vraiment pas... C'est incompréhensible. Il y a quelque chose qui... Il y a un problème. C'est ce qui s'est passé. Merci, Liam. Il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Je crois que on va devoir trouver un moteur ou une boîte de vitesse. Combien de temps avant de partir? On a 5 jours. On a encore 5 jours pour ça. Samedi 13. Eh bien, c'est un mystère. Ce moteur est complètement grippé. Mais il y avait de l'huile dedans et pas d'eau dans les cylindres. Il faudrait donc démonter davantage le moteur pour trouver le problème. Et on n'avait que 5 jours. Maintenant, ce moteur est dans plein de voitures. L'une des voitures qu'il utilise, c'est la DBX. Et on a remis à neuf un de ces moteurs dans la DBX de mon père qui avait été endommagé par une inondation. C'était un moteur compliqué à construire et les pièces étaient difficiles à trouver. Alors, au lieu de perdre mon temps à essayer de comprendre ce qui n'allait pas avec ce moteur, je suis parti à la recherche d'un moteur d'occasion. Mais si vous voulez savoir ce qui est arrivé à ce moteur, c'est le moment idéal pour tous ceux qui regardent en ce moment de cliquer sur le bouton s'abonner et on pourra démonter ce moteur un peu plus tard. Pour l'instant, on a réussi à trouver une solution. Le voilà! Après plein de... Après avoir cherché partout pendant une journée, enfin presque toute une journée, on a enfin réussi à trouver un moteur. Et on a réussi à les convaincre de vendre la boîte de vitesse avec le moteur plutôt que de les vendre séparément. Parce qu'on n'était pas sûr à 100% de notre boîte de vitesse avec ça. Parce que si c'était la boîte de vitesse qui avait lâché, ce qui a pu causer la panne de moteur, on ne voulait pas prendre ce risque. Du coup, on a fait une bonne affaire sur une Mercedes G-Wagon de 2023. Et j'espère que ça va marcher. On va enfoncer ça, et on doit vraiment s'assurer que tout ce qu'il faut est là. Etc., etc. On va tout rassembler, on ne va pas prendre le risque de reconstruire ce moteur, surtout dans ce délai et vu la difficulté et la complexité de ces moteurs comme on l'a vu sur la DBX. On n'a pas eu beaucoup de chance avec les moteurs d'occasion jusqu'à présent. Donc, on espère vraiment que mon pote Liam, qui est super fiable, va nous aider. Pourquoi est-il mon pote? Donc, on joue la sécurité. On a un moteur et une boîte de vitesse d'occasion.
Mais vu le prix auquel on a acheté le G-Wagon, même en faisant ça, on reste en dessous du budget. À condition que ce moteur et cette boîte de vitesse fonctionnent vraiment. Maintenant, il ne reste plus qu'à les installer. Ouais. Ouais! Ouh, d'accord. Le moteur est en place. Le moteur s'appelle Wendy. Et voici Wayne. Wendy, je te présente Wayne. Wayne, je te présente Wendy. S'il vous plaît, soyez d'accord l'un avec l'autre. Le moteur et la boîte de vitesse sont maintenant installés dans la voiture, et il y a quelques trucs qu'on doit réparer avant de commencer à tout boulonner. D'abord, il y a ces conduites d'huile qu'on a reliées au début de la vidéo. Mon père va maintenant commencer à les retirer et on a commandé de nouvelles conduites chez Mercedes qu'on va installer à la place. Et comme le radiateur n'est plus à l'avant de la voiture, c'est beaucoup plus facile de mettre ces tuyaux d'huile, car ils vont directement à l'avant du moteur ici. Pendant que mon père s'occupe de ça, on est en haut du moteur, en train de monter les sondes lambda dans les convertisseurs catalytiques qui se connectent au turbo. Sous le regard attentif de Nico. Ensuite, il faut installer une partie du câblage. Le câblage passe sous l'arche et en quelque sorte derrière le phare. Et chacun de ces câbles, relie le corps à la boucle de câblage du moteur. Et là, je me suis dit que c'était le bon moment pour faire un peu d'entretien sur le moteur. J'ai donc retiré les vieux filtres à air des boîtes à air, qui ont connu des jours meilleurs, et on met les nouveaux filtres à air. Il suffit de les enfoncer, de revisser le boîtier de filtre à air et de le remettre en place sur la voiture. On a donc de nouveaux filtres pour que les turbos puissent aspirer de l'air propre et de bonne qualité. Et bien sûr, comme c'est un V8 biturbo, il y a 2 filtres à air. Donc on doit changer les 2 filtres à air pour les 2 turbos. Maintenant, on peut serrer l'échappement à l'arrière du côté chaud de ces turbos. Et ensuite, on installe l'ECU du moteur. C'est l'ECU d'origine de la voiture. Et ceux-là sont juste à côté des turbos. Et à cause de ça, l'ECU chauffe. C'est pour ça qu'il y a du liquide de refroidissement qui passe par-dessus pour garder tous les composants électriques bien au frais. Ce serait sûrement plus logique de mettre ça ailleurs. Mais peu importe. Les tuyaux sont installés. Les branchements électriques sont tous faits. C'est l'heure du radiateur. Tu crois que ça va démarrer? Je suis super confiant, bien sûr que ça va démarrer. Pourquoi est-ce que ça démarrerait pas? On a vérifié le démarreur de cette voiture et s'il tournait avant de la mettre en marche? Non. On l'a pas fait? Non. D'accord, donc ça ferait... On se lance à l'aveugle. Donc on a juste fait confiance à ton pote de Birmingham. On a fait confiance aux gens de Birmingham. Ils nous ont jamais laissé tomber avant. Et espérons que ça marche. On installe le radiateur à l'avant, puis le bouclier thermique au-dessus des turbos. Et puis plein d'autres garnitures et renforts pour finir ce moteur à l'intérieur du compartiment moteur. Et voilà, c'est presque tout ce qu'il y a à faire sur le dessus du moteur. Tout est en place sur le dessus, dans une certaine mesure. Prochaine étape, envoyer tout ça en l'air, connecter la boîte de vitesse, connecter les supports moteurs, connecter les arbres de transmission, connecter les différentiels, connecter tout ce qui se trouve en dessous. Et c'est parti! Donc en dessous, on est en train de connecter le différentiel avant, puis l'arbre de transmission qui va vers le différentiel arrière. Assurez-vous que tous ces boulons sont bien serrés. Le refroidisseur de boîte de vitesse. On met un refroidisseur d'occasion tout neuf. On va le mettre et il n'a pas la partie qui est cassée. C'est tout neuf. On va le mettre en place. Je pense qu'on va devoir faire un remplissage de boîte de vitesse un peu fou après. On a trouvé la plupart de ces pièces sur eBay ou dans des casses automobiles. Certaines pièces étaient disponibles chez Mercedes, mais d'autres avaient un long délai d'attente. Du coup, c'était mieux pour nous d'acheter d'occasion, ce qui était parfois un peu moins cher. Maintenant, je branche le refroidisseur qui a des conduites d'huile qui vont dans la boîte de vitesse, puis les 2 conduites de liquide de refroidissement qui vont à l'avant de la voiture vers le radiateur. Une fois que tout est branché, il y a d'autres supports qui passent sous l'arbre de transmission et la boîte de vitesse, que mon père et Liam sont en train de fixer. Ce gros support se place sous la boîte de vitesse et les boulons de fixation de la boîte de vitesse se vissent dessus. Donc celui-ci est super important, et c'est à peu près tout ce qu'il y a en dessous qui est boulonné. C'est l'heure de changer l'huile. On vide tout l'huile de ce moteur d'occasion car on ne sait pas d'où il vient, quand il a été révisé pour la dernière fois, ni même s'il fonctionne correctement. On nous a dit qu'il fonctionne. Et on va aussi retirer le filtre à huile. Et ça n'a pas l'air trop mal. Le filtre à huile était plutôt propre. Ancien filtre à huile, nouveau filtre à huile. D'accord. Maintenant, on peut mettre le nouveau filtre à huile et le serrer. 25 Nm. Ok. À peu près là.
Enfin, on peut remettre le bouchon du carter dans le carter, puis le revisser. Une fois que tout est en place, la plupart des éléments sous la voiture devraient être connectés. C'est presque l'heure de mettre les liquides. Ouais, ok. On ne peut pas encore mettre d'huile parce qu'on a ces conduites de refroidissement d'huile qui sont juste là à ne rien faire. Mais heureusement, on a notre tout nouveau refroidisseur d'huile avec un radiateur à l'avant parce que l'ancien était complètement fichu. Je sais pas où il est passé. Ah, il est là-bas. Bon débarras. Mettons celui-là. Mais quand on a commencé à installer le refroidisseur d'huile et le radiateur auxiliaire, on a remarqué que certains panneaux étaient un peu décalés. Le support du phare est tordu. Mais je pense qu'on pourrait le redresser sans problème. Pour ça, je vais devoir enlever cet aileron avant, qui est de toute façon abîmé. Mais maintenant, vous pouvez voir à quel point le support du phare était en retrait. Il est temps de procéder au cintrage. Je pense que, comme cette voiture est en acier, on devrait pouvoir la plier. C'est vraiment solide ici. Bon, je vais me servir de ça comme point d'appui et aller là-bas. Pendant que je m'occupe de ça, Liam installe le capteur de collision dans le support à l'avant de la voiture et le fixe. Et puis, je prends le poussoir porteur, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, et je le pose contre un point solide de la voiture. Ensuite, je vais commencer à pousser contre le support du phare, qui est en acier, et j'espère qu'il se remettra en place. Pompe. Ouais? Vas-y, fonce. J'essaie ensuite de lisser le pli pour que le support reste bien en place, là où je l'ai replié. Et là, le refroidisseur d'huile peut être vissé au support du phare. Carrosserie. 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 Ça a bougé. Oh, et il est resté à sa place. On dirait que ça a marché. Tout a l'air bien en place maintenant, sans avoir besoin de plier ou de déplacer quoi que ce soit. Et même les conduites d'huile sont maintenant toutes alignées avec le refroidisseur d'huile. Ça a l'air prometteur. Pendant qu'ils finissent les derniers petits détails, ici et là, je vais aller chercher l'huile à mettre dans le G-Wagon. Et ensuite, croisons les doigts pour que le premier démarrage se passe bien. À plus tard. Salut. Les derniers éléments sont en train d'être installés sur le radiateur, comme les déflecteurs d'air de chaque côté. Mon père en installe un sur le côté droit et Liam s'occupe de celui du côté gauche. Ensuite, il y a un panneau qui va sur le dessus, qui maintient les loquets du capot. Pendant qu'il s'occupe de ça, je vais aller chercher de l'huile Valvoline. Et c'est là où on peut trouver l'huile Valvoline. Comme vous le savez, ça fait un bail qu'on fait partie de l'équipe Valvoline maintenant. Et certains d'entre vous nous ont demandé où trouver de la Valvoline au Royaume-Uni. Eh bien, le mieux, c'est d'aller dans n'importe quel magasin Napa au Royaume-Uni. Et c'est là que je vais chercher ma dernière commande Valvoline. Maintenant que je l'ai, et que les gars finissent les derniers détails, on peut commencer à ajouter l'huile. J'ai l'huile! Je suis de retour! 9 litres et demi d'huile. Donc, 2 de ces bidons de 5 litres chacun. On fait clairement partie de l'équipe Valvoline. Le crew Valvoline. Et c'est tout ce qu'on utilise dans nos moteurs. Ça entretient et protège. Et il sponsorise aussi l'équipe Aston Martin en Formule 1. Et pendant qu'on fait le plein, vous pouvez obtenir de la Valvoline en cliquant sur le lien dans la description. On y va! C'est vraiment la meilleure huile et les meilleurs additifs que vous puissiez mettre dans votre voiture. Je n'ai jamais eu aucun problème avec. Et on est fiers de faire partie de l'équipe. Oh non! Et c'est à peu près tout. D'accord, la batterie. Je pense pas qu'on a assez de puissance, donc on va avoir besoin d'un pack de démarrage parce qu'on va devoir changer la batterie. Espérons que ça marche. Il n'y a pas de raison que ça ne démarre pas maintenant, à moins qu'il y ait un autre problème. On n'a pas encore vidangé le liquide de boîte de vitesse. Mais on devrait pouvoir démarrer sans liquide de boîte de vitesse. Moteur d'occasion, boîte de vitesse d'occasion, j'espère vraiment que ça va marcher. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à ce vieux moteur, on n'en sait rien. Et c'est ce qui m'inquiète. Si cette voiture a été inondée, y a-t-il d'autres composants électriques qui vont être endommagés? Essayons. Il n'y a pas de liquide de refroidissement et pas d'huile de boîte de vitesse. Mais on s'en occupera une fois qu'on saura si ça démarre. Oh, mon Dieu! C'est l'heure de vérité. Ce moteur et cette boîte de vitesse d'occasion ont sûrement réglé le problème de démarrage. Allez, c'est quoi le problème?
J'ai besoin que ça marche. Ça doit marcher. Prêt? Je passe en mode Sport Plus. C'est une plaisanterie. Réessaye. Rien ne marchait. C'était comme avant. Ok, on a l'hôtel. Voyons si on peut effacer les codes. On va voir si le même code est toujours là. On sait très bien que le moteur était grippé. On sait que celui-ci n'a pas calé, on a vérifié. On n'a pas vérifié le démarreur par contre. Mais je me demande maintenant, comme pour la BMW là-bas, est-ce qu'il y a un fantôme? Et que c'est pour ça qu'elle démarre pas quand j'appuie sur le bouton de démarrage. Comment on trouve le code? Eh bien, apparemment, si on appelle cette société fantôme, je sais plus comment s'appelle. Cette société fantôme. Ghostbusters. Ah oui, voilà, Ghostbusters. Si tu montres que la voiture est à toi, ils te donneront le fantôme. Mais pour l'instant, on n'a pas le carnet d'entretien de la voiture parce qu'on vient juste de l'acheter. Mais on a le ticket de caisse, je crois. J'ai scanné les codes d'erreur de la voiture pour voir si le même problème avec le démarreur allait encore apparaître. Mais après les avoir effacés, ceux qui sont revenus étaient des codes d'erreur liés à la communication avec le moteur. Et au fait qu'il n'y avait aucune communication avec lui. Tu reçois ce code d'erreur si ton module de commande du groupe motopropulseur et ton module de commande de la carrosserie ne communiquent pas entre eux. Donc notre ECU de la boîte de vitesse ne communique pas avec le module de commande de la carrosserie. Parce que cet ECU est complètement étranger à cette voiture. C'est probablement parce qu'il n'aime pas la boîte de vitesse. Parce que avant on pouvait la mettre au point mort. Sur notre ancienne boîte de vitesse, on a d'abord pensé que c'était le module de commande de puissance. Je ne pense pas que ce soit l'ECU. Et puis on a découvert que ce n'était pas ça. C'est dans la boîte de vitesse. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est dans la boîte. On pense que le problème vient du fait qu'on a installé une nouvelle boîte de vitesse avec un nouveau module de contrôle de puissance et qu'elle ne communique pas avec l'ancienne ECU qui est sur la voiture. D'accord, je vais enlever cette plaque. Retirer tous les composants électriques en dessous, puis je vais les retirer de la boîte de vitesse d'origine et ensuite les installer là. J'espère que ça va marcher. On s'accroche à tout ce qu'on peut en ce moment. Donc essayons. Le module de contrôle de puissance est à l'intérieur de la boîte de vitesse. C'est un peu compliqué de le sortir. Mais on n'a pas le choix. Oh, oh. Tu as dit à niveau. Pas de panique, on reste calme. On enlève donc le carter de boîte de vitesse, qui est plein d'huile, puis on trouve tous les composants électriques et les solénoïdes qui contrôlent les vitesses dans la boîte de vitesse. Il est super important de garder cet endroit propre quand on installe le nouveau, car la moindre petite saleté peut empêcher le passage des vitesses. Voici tous les composants électriques et solénoïdes qui permettent au boîtier de vitesse de fonctionner. Maintenant, on va retirer celui-là et le mettre là-dedans. C'est un truc super compliqué dans la boîte de vitesse. Il fonctionne sous pression et la pression de l'huile actionne des solénoïdes qui font passer la boîte de vitesse à différents rapports. Alors maintenant, on va retirer celui de la boîte de vitesse d'origine et le mettre dans une boîte d'occasion. Comme ça, la plupart des composants électriques de la voiture seront d'origine. Le module de commande du moteur est exactement le même que celui qui était là à l'origine. Et maintenant, le module de commande de puissance devrait être exactement le même que celui qui était là avant. Donc la voiture ne devrait pas remarquer de différence. Allez! Allez, ça doit marcher. Eh bien, je pense que... Et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait alors? On a acheté un moteur et une boîte de vitesse, mais ça marchait pas quand on l'a pris et ça marche toujours pas maintenant. Mais on a réparé un refroidisseur d'huile. Mais on a enlevé un aileron et un capot. Ah, Je pense que c'est une question de marketing. ouais. On pourrait prendre de pourrait belles un photos peu et tout nettoyer ça. l'intérieur. Ouais. Tu penses vraiment que ça va marcher? Non. Je pense que ça a du potentiel, mais ça a pas démarré avant. Non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Si, ça va marcher, ça va marcher. Suffit de monter, d'appuyer sur un bouton et ça va démarrer. Sans hésiter. Sans hésiter. Mais on n'a plus d'huile dans la boîte de vitesse. Ok.
Je vais même pas essayer de voir si ça passe au point mort ou quoi que ce soit. Non, vas-y direct. Et ça ne marchait toujours pas. Essaye en position neutre. Oh, ouais. Je suis au point mort. Ok, je pense qu'on devrait lire et effacer les codes d'erreur et voir si ça démarre. Bon, on dirait que le problème de boîte de vitesse est réglé. Parce qu'on peut à nouveau passer au point mort. Mais ça ne démarre toujours pas. Moteur. Donc je suis en train de scanner à nouveau les codes d'erreur. Ok. Donc ça ne communique pas avec le moteur, le CU du moteur. Alors qu'avant, c'était le cas. On a toujours les mêmes codes d'erreur ici. Pas de communication avec le moteur. Et quand on essaye de scanner le CU du moteur, il passe directement à la transmission. Donc il ne communique pas avec le moteur. Donc c'est un truc qui n'est pas branché ou il n'aime pas un truc en particulier. Mais il peut pas communiquer avec le moteur alors qu'avant ça marchait. Je suis sûr que ça marchait avant, non? Je suis retourné vérifier toutes les prises du moteur pour m'assurer qu'elles étaient bien branchées. À quoi sert celle-là? Ça doit être pour le pare-choc avant. Ça doit être pour le pare-choc avant. Et ça doit être le phare. Et tout est bien branché. Oh! Celui-là était un peu lâche, il était un peu lâche. C'était un peu lâche. Comme s'il était dedans, mais pas complètement dedans. Oh! Ouais! Ouais! Oh mon Dieu, c'est pas possible! C'était juste une prise! Oh mon Dieu! Juste une prise. Oh, regarde ça. Ouais! Et j'ai même pas appuyé sur la pédale de frein parce que la pédale de frein pense qu'elle est enfoncée, c'est ça? À cause du commutateur? Oh! Allez! Ça a marché. Ouais, c'est dingue. On n'a peut-être pas été arnaqué. Ça a marché. Allez! C'était juste une petite prise et j'ai branché cette prise. Ça a démarré tout de suite. Espérons que la boîte de vitesse marche maintenant. On doit rajouter de l'huile. Ouais, on doit mettre de l'huile et tout le reste. On pourrait faire ça demain parce qu'il se fait tard. Oh! Ouais! Elle sonnait plutôt bien. Et est-ce qu'on a vraiment acheté un moteur qui pourrait être correct? Ne tire pas des conclusions trop hâtives. Bon, aujourd'hui, on est lundi 15. Minuit. Aujourd'hui, on peut mettre de l'huile dans la boîte de vitesse et commencer à réparer les dégâts causés par l'accident. Je ne sais pas ce qui clochait avec l'autre moteur, j'en sais rien, mais c'était pas la bougie, ça c'est sûr. Parce qu'on avait déjà une communication avec le moteur. Et la communication entre les deux ne passait pas. Non. Que le changement de boîte de vitesse soit nécessaire ou pas. Si, c'était nécessaire parce qu'on n'arrivait pas à passer au point mort. Ouais, C'était nécessaire. donc c'était nécessaire. On l'a fait, ouais. Ça avait un super bruit aussi. Oh, je vais pouvoir bien dormir cette nuit. Je vais bien dormir cette nuit. Bon, on doit mettre de l'huile dans la boîte de vitesse. Il faut une huile spéciale, donc on attend qu'elle arrive. Et en attendant, la reconstruction devrait être simple à partir de maintenant. Enfin, espérons-le. Commençons par l'aileron avant. Je l'ai fait livrer directement à l'atelier de carrosserie pour qu'ils puissent le peindre dès qu'il est arrivé. Et une fois qu'ils ont fini, je me le suis fait livrer. Et il est prêt à être monté. Mais vous pouvez voir à quel point les boulons à oreilles étaient éloignés du panneau en dessous. Ce qui veut dire qu'on doit encore pousser un peu plus avec la poussée porteur, en le reposant au même endroit, puis en le soulevant, pour que l'aile intérieure, ou le support de phare, revienne à sa place initiale. Une fois qu'on est satisfait du résultat, on peut visser quelques boulons, et une fois qu'on a retiré le poussoir porteur, tout devrait rester en place. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. La voiture commence à prendre forme maintenant. Voyons voir si ça va. Allez. Maintenant, je peux glisser le phare. Quelques boulons vont à l'arrière, puis il y a environ 4 boulons qui se trouvent à l'avant. D'accord. Et puis, c'est pareil pour l'autre phare avant. Espérons que ça marche. Ok, le phare est en place.
Les plus observateurs d'entre vous auront remarqué qu'au début de la vidéo, le phare droit avait des inserts noirs. On n'a pas pu trouver un autre phare à temps. Alors on a dû prendre 2 phares argentés avec des inserts argentés. Et si ça marche pas, on va avoir un gros problème, parce que c'est tout ce qu'on a pu trouver. Ça, c'était l'autre phare, et j'espère que même s'il est noir et que celui-là est argenté, c'est mieux d'avoir 2 phares argentés qu'un noir et un argenté. Maintenant, on va voir s'il marche. Et il marche. Ouais! Tout marche! C'est une bonne nouvelle. Et ça n'a pas coûté trop cher. Ensuite, liquide de refroidissement. Le G-Wagon a 2 réservoirs de liquide de refroidissement. Un pour refroidir le moteur et l'autre pour refroidir le turbo. On remplit les 2, puis je peux remettre le capot du moteur. Wayne est remonté, le compartiment moteur est en place et Wendy est dans Wayne. Il ne reste plus qu'à régler le problème de la boîte de vitesse. On va voir. Avant de nous occuper de la boîte de vitesse, on a encore des panneaux à mettre à l'avant, comme ce morceau de mousse qu'on a récupéré chez Mercedes, la calandre qu'on a aussi reçue de Mercedes, et tout ça peut être boulonné. À l'intérieur de la calandre, il y a une caméra, et aussi un capteur radar. Ok, la calandre est en place, la caméra est en place, mais il y a plusieurs façons de l'installer, donc on va juste vérifier que la caméra est bien orientée avant de continuer. D'accord. Oh, voilà. Ouais, ça marche. Salut. Salut. Le voilà. Ouais. D'accord, ça marche. On est maintenant... Mon père est arrivé avec l'huile de transmission. On va commencer à la mettre et suivre la procédure comme il faut. Et ensuite, on pourra commencer à boulonner tous les panneaux en dessous, puis continuer sur le dessus. C'est parti. Il y a une procédure spéciale pour remplir la boîte de vitesse d'huile. Je vais vous l'expliquer. Alors, à l'intérieur, il y a apparemment quelque chose qui ressemble à une paille avec des fenêtres et qui comporte 4 positions, de 1 à 4. La position 1, c'est celle qu'on va utiliser pour mettre l'huile. Donc, on fait le plein et la fenêtre est fermée en bas. Et puis, il y a une fenêtre en haut et l'huile va couler par cette fenêtre quand c'est plein. Et la position 4, c'est pour vider. La fenêtre en bas, c'est ce qu'on a déjà fait. Donc, pour l'instant, on a la fenêtre en position 1, où toutes les fenêtres sont fermées. Et on pompe le liquide dans le puisard jusqu'à ce qu'il commence à déborder et à sortir par le haut. Ok. C'est la position 1. On doit passer à la position 3, mais on doit aussi atteindre la bonne température. Mon père monte donc dans la voiture pour la démarrer, afin de faire tourner le moteur et passer les vitesses pour que l'huile de transmission atteigne la bonne température et circule dans la transmission. Une fois qu'il fait ça, on doit rajouter de l'huile. Parce que la boîte de vitesse a tout aspiré à travers le convertisseur de couple, autour du refroidisseur de boîte de vitesse et partout où ça devait aller. Il faut mettre beaucoup plus d'huile de transmission. Ensuite, je pourrais tourner la paille en position 3 et l'huile devrait commencer à couler par cette fenêtre en haut. Ce qui nous indiquerait que le niveau d'huile est correct. Une fois que l'huile est sortie, je remets la tige en position 1 où toutes les fenêtres sont fermées. Et on sait alors que la quantité d'huile de transmission est correcte. Espérons-le, une fois la transmission installée, on peut remettre en place tous les bacs de protection et les garnitures sous la voiture. Et j'espère qu'on n'aura pas à revenir ici. Une fois tout ça vissé, on peut redescendre la voiture et enfin remettre le capot. On aligne ça sur les charnières d'origine, puis on le visse aux charnières, et ensuite on branche tous les gicleurs de lave-glace au milieu du capot, où ils se clipsent facilement. Et enfin, la dernière partie à installer à l'avant de la voiture est l'étoile Mercedes, qui s'emboîte et se met en place. Elle est en place. Elle a une étoile. Lui, Wayne, une fois l'étoile installée, on peut commencer à mettre les clignotants qui se trouvent dans l'aile. Le connecteur s'insère, on le pousse, puis on met un cache en plastique autour. Ouais! Ouais! Wayne a des petits clignotants. C'est cool qu'ils aient gardé ça à l'ancienne. J'aime bien. Salut, ça va? Enchanté, mon pote. Ravi de te rencontrer. Ça va? Comment ça va? Tout va bien? Ouais, tout va bien. Donc, pour la suite de la construction, on a dû aller dans un endroit qui s'appelle Urban. Ils sont surtout connus pour leur kit de carrosserie pour SUV.
Il y a un kit Urban sur la Rolls-Royce Cullinan qu'on a acheté l'année dernière. Il y a un kit Urban sur le Defender de Hanna. Et ils font des kits pour les Urus et plein d'autres voitures. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que si votre G-Wagon est équipé d'un kit Urban, il coûte beaucoup plus cher qu'un modèle qui n'en est pas équipé. Le tien est dans la boîte. Ouais, Tout est prêt. ouais. Mais j'ai pensé que je te montrerais ce que tu vas recevoir exactement. Oh ouais, c'est parfait. Le kit n'a pas l'air très impressionnant quand il est posé comme ça par terre. Mais toutes ces pièces vont complètement changer le G-Wagon. Alors, il faut bien savoir qu'on ne vend pas ce kit aux particuliers. Ouais, On ne le fait pas. Si quelqu'un a un G-Wagon et qu'il veut un empattement large, il doit nous l'apporter pour qu'on l'installe. Ou alors, ça va à un de nos partenaires agréés au Royaume-Uni ou à l'étranger. Ouais. Donc évidemment, On tu a as été été approuvé. approuvé. On a été approuvé. Et on a appris. Je ne veux pas que les gens m'appellent pour me dire qu'ils veulent un G-Wagon parce que Matt en a un. Il a été Ouais. entièrement approuvé, il a montré comment tout ça s'assemble. On nous traite bien. S'il peut reconstruire une Lamborghini Revuelto, je suis presque sûr que tu... Donc si vous contactez Urban et que vous demandez un kit séparément, en gros, vous ne l'aurez pas. Mais vous allez tous pouvoir voir comment nous, on l'installe. Voyons voir. Ça va être génial. Donc, on a réussi à convaincre les gars d'Urban de nous vendre un kit séparément. Mais oui, normalement, ils ne le vendent pas au public. Et c'est surtout parce que plein de gens achètent le kit, le scannent et essayent de le copier. Ce qu'on va évidemment ne pas faire. D'accord. De retour à l'unité. Voici le kit Urban. Maintenant, on doit trouver comment l'installer, parce que, en général, ils ne le vendent pas pour être installé. Mais il a l'air plutôt bien. Tout est peint maintenant, tout est laqué. Je ne sais pas par où commencer, mais je pense que les jupes latérales sont un bon point de départ, parce qu'une fois qu'on les aura mises, les arches pourront suivre, parce que je pense que ça fait 30 mm de plus de chaque côté, ce qui est dingue, donc ça va donner un peu de circonférence. Donc, première étape, passons à la jupe latérale, je pense. On a plein de trucs à installer. Donc, ces marchepieds latéraux restent sur la voiture. Mais ce qu'on va enlever, ce sont ces garnitures en plastique unies à l'extrémité qu'on va remplacer par de la fibre de carbone. Mais avant ça, on doit enlever les arches standards des deux côtés de la voiture. Car elles vont être remplacées par des arceaux en fibre de carbone qui sont un peu plus larges que les arceaux standards. Donc Liam enlève celui de gauche à l'arrière, pendant que je nettoie le bazar qu'il laisse derrière lui, et que mon père enlève celui de l'autre côté. Ils sont juste maintenus par des écrous de 10 mm, et ensuite, ils s'enlèvent tout simplement. Ouais! Maintenant que les arceaux sont retirés, je peux commencer à démonter le pare-choc arrière, qui est aussi abîmé. Une fois tous les boulons retirés, je peux commencer à le retirer de la voiture et déconnecter les branchements électriques du pare-choc. Et maintenant, on est presque prêt à commencer à installer le kit. Il y a autre chose qu'on doit aussi enlever. C'est le boîtier arrière standard. Parce qu'avec le kit, on en a un nouveau. Parce que je ne pense pas que l'échappement standard fonctionne avec le kit, mais c'est l'échappement le plus facile à retirer. Il y a un collier de serrage, une fiche électrique, puis tout se retire facilement. Ok, on va retirer tout le faisceau de câbles de ce pare-choc, ainsi que tous les capteurs et tout le reste pour les mettre dans le nouveau pare-choc d'Urban. Et heureusement, tous les clips des capteurs de stationnement sont déjà là, donc on peut juste les mettre en place. C'est parti. C'est un boulot assez facile. Il suffit juste de retirer les capteurs de stationnement de l'ancienne voiture et de les mettre dans la nouvelle. Une fois qu'on a fait tout ça, on peut installer les extensions de jupe latérale. Alors, on pense qu'elles devraient être boulonnées au marchepied d'origine. On a donc percé des trous dans le marchepied latéral, puis on a mis un rivet. Mais nos marchepieds latéraux étaient super corrodés, et les rivets aveugles n'arrêtaient pas de tourner dans le vide. On a donc dû trouver un plan B, qui consistait à nettoyer l'aluminium des marchepieds latéraux, puis à utiliser de la colle pour panneaux, appelée aussi colle Mansory, pour coller les extensions de jupe latérale en fibre de carbone au bas des marchepieds latéraux. On ne voit pas où est le problème, tant qu'on a bien nettoyé et qu'on laisse le temps à la colle de sécher. J'espère que ça va marcher. Ensuite, les embouts en plastique vont être remplacés par ceux en fibre de carbone à l'arrière et à l'avant de la jupe latérale. Ça a l'air bien. Et puis Liam va juste mettre du ruban adhésif pour maintenir la fibre de carbone sur le marchepied latéral pendant que le tout sèche. Le pare-choc est prêt à être installé. On va fixer le pare-choc et ensuite, on peut relier les jupes latérales au pare-choc arrière via les arches arrière qui sont, on l'a dit tout à l'heure, 30 mm plus larges. C'est parti! D'accord. On va donc installer ce pare-choc arrière qui est bien plus large. Il s'enclenche à l'aide des fixations d'origine.
Ensuite, on peut installer les feux de plaque d'immatriculation sur le côté du pare-choc, les visser, puis mettre les derniers boulons sur le côté du pare-choc. Et voilà, c'est installé. Et c'est plutôt pas mal pour un kit de rechange. Le pare-choc est en place, il a l'air dingue. Un truc de ouf! Il est plus large. Et maintenant, pour élargir toute la voiture, Liam va mettre l'arche. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Et j'ai le bouclier de Captain America. Et vous avez aussi entendu parler de ça, ce qu'il y a derrière? Si vous vous baladez dans Londres, vous verrez que plein de G-Wagon n'ont pas ça. Parce que tous les voleurs les prennent. Tu serais un piètre voleur. Ouais, je suis pas un bon voleur. T'en penses quoi? Ouais, je suis un bon voleur. Et maintenant que je sais comment faire, je pourrais le faire plus vite les prochaines fois. Donc oui, il suffit d'un simple tournevis plat pour démonter complètement le support de roue arrière. Et ils ne sont pas donnés. Du coup, ils se font souvent piquer. Ouais. Donc maintenant, on peut installer l'Urban et ne pas aller près de Londres avec. Pendant qu'on fait ça, Liam a installé l'arche arrière et mon père a installé l'autre côté. Bon, maintenant que le pare-choc arrière et l'arche arrière sont en place, on doit mettre le pare-choc avant de mettre l'arche avant. Avant de mettre le pare-choc avant, on doit installer ces contours de phare. Et avant de les installer, on doit mettre le tuyau qui va vers le lave-glace à l'intérieur, fraîchement repeint par l'atelier de carrosserie. Merci beaucoup. Le tuyau se glisse sur le lave-glace, puis se fixe avec un clip, et les contours s'enclenchent simplement. Passons maintenant au pare-choc avant. On n'avait pas de pare-choc avant pour la voiture. C'est pour ça qu'on a pris un pare-choc Urban, mais on a dû acheter tous ces capteurs de stationnement. Et le faisceau de câble du pare-choc avant aussi. Donc on doit installer ça. On a un voyant de gestion du moteur allumé sur le tableau de bord en ce moment. Et ça, c'est la clé pour le faire disparaître. C'est le capteur de température de l'air ambiant. Comme ça, la voiture saura s'il fait chaud ou s'il fait froid dehors, et s'arrêtera de râler. Encore une fois, il suffit d'accrocher les capteurs de stationnement dans les trous. Une fois qu'ils sont tous en place, il reste quelques garnitures en carbone à glisser et à boulonner. Puis, le pare-choc avant est prêt à être installé. Comme vous le savez tous, les kits carrosserie du marché secondaire nécessitent généralement quelques petites modifications pour être parfaitement ajustés. Pour être honnête, celui-ci semble s'adapter plutôt bien, en utilisant tous les trous de boulons d'origine. Une fois le pare-choc avant en place, je peux maintenant glisser les arches avant plus larges, avec ce joli morceau de carbone sur le bord extérieur. Sans oublier de brancher le faisceau de câble du pare-choc avant. Et on peut voir que ça a déjà fait une sacrée transformation. Juste là, nous avons un énorme capot autocollant en carbone de Wampa. Ça va nous faire aller plus vite. Liam, on a besoin de beaucoup de colle Mansory là-dessus, parce que si ça s'envole, je parie que ça va coûter cher. On va essayer de coller tout ce qui doit être collé par Mansory maintenant, parce que on est mardi 16. Et il est encore minuit 10. Donc, on va s'y remettre, et quand on reviendra bosser demain, tout sera collé. On ressort la colle Mansory. Si ça leur convient, ça nous convient aussi. Liam l'a mis tout autour des bords de ce capot en carbone et ça colle tout simplement. On l'a mis en place à l'œil nu. Une fois satisfait de son positionnement, on a mis du poids dessus pour le maintenir en place et s'assurer qu'il reste bien en place pendant la nuit. Donc on laisse ça prendre pendant la nuit. Je crois que c'est comme ça qu'ils font chez Urban pour être honnête. Ok, le pare-choc est en place, le capot est en place, c'est un nouveau jour. On est en fait le 16 décembre actuellement. Et ça s'annonce vraiment bien. Mais il reste encore un échappement à installer qui s'adapte à ces nouvelles jupes latérales plus basses. Il reste encore une barre lumineuse à installer sur le toit, un spoiler à installer sur le toit. Il faut nettoyer l'intérieur et tout remettre en place. C'est super sale. Et j'ai un pare-brise à installer. Je vais juste mettre les roues maintenant. Les roues d'origine vont être bien enfoncées dans le passage de roues. Mais ça me permettra de sortir la voiture de la rampe et d'accéder à l'intérieur, parce que je crois que Jimmy B va venir tout nettoyer. Et Screensaver va installer le nouveau pare-brise. Après, on pourra continuer à installer l'échappement et le reste. Donc, mettons ces roues en place et faisons-la rouler hors de la rampe. On y est presque. On installe les roues. Ça a été un boulot de dingue. Mais malheureusement,
il y a encore d'autres surprises. D'accord, la batterie est à plat depuis qu'on l'a. Je dois remettre tout l'intérieur en place. Je pense que c'est le moment. Wayne a reçu le nouveau Batarez. On va commencer par retirer la batterie AGM Mercedes standard. Et comme la plupart des voitures qui ont été mises aux enchères, elles sont complètement à plat. On essaie de remettre la plupart d'entre elles en état, mais malheureusement, celles qui ont des batteries AGM semblent vraiment difficiles à faire redémarrer une fois qu'elles sont à plat. Mais pour 120 livres sterling sur eBay, j'ai trouvé une batterie Duracell pour la remplacer. Pas d'échappement. Démarrage. Ouais, ça fait un peu de bruit. Oh mon Dieu, c'est dégoûtant. C'est vraiment dégoûtant. On va s'en occuper, mais je vais le déplacer pour que Jimmy puisse accéder aux deux côtés et que je puisse mettre le reste de l'intérieur. Il n'y a pas de démarrage de la boîte noire? Évidemment, il n'y a pas besoin de freiner, parce que le contacteur de frein est toujours en panne. Oh, elle avance! Ouais! On va s'attaquer à l'intérieur. Oh, on devrait installer le spoiler. On va d'abord installer le spoiler parce que ça va prendre un temps fou à sécher vu que c'est collé. Allons-y. Donc, l'un de ces éléments en carbone est le spoiler, car les G-Wagon ont apparemment besoin d'un appui aérodynamique. Encore une fois, c'est fait avec de la colle Mansory. Une fois qu'on l'a appliqué, on a nettoyé la surface, et maintenant Matt et moi allons mettre le spoiler en place, puis mettre un peu de poids dessus avant de mettre du ruban adhésif pour le maintenir en place pendant qu'il sèche. Voilà, c'est fait. La prochaine étape, c'est de remonter l'intérieur pour que Jimmy puisse tout nettoyer. On pense que tout ça a été démonté par l'ancien proprio pour chercher des fusibles et comprendre pourquoi la voiture ne démarrait pas. Ce qui était assez inquiétant parce que s'ils avaient juste essayé de démarrer le moteur comme on l'a fait, ils auraient vu que le moteur était complètement grippé. Mais peu importe, ça ne change rien au fait qu'on doit remettre toutes ces garnitures en place, et heureusement, on les a toutes. Parfois, lors des enchères, plein de trucs finissent par disparaître. Magnifique. Maintenant, c'est au tour de Jimmy de nettoyer cette voiture. Avec les tapis couleur crème, ça a l'air horrible. Qu'est-ce que tu fais alors, Jimmy? Ce que je suis en train de faire, c'est un 50-50. Pour voir à quel point les sièges sont sales. Jimmy a mis un bout de scotch au milieu du siège et il nettoie juste un côté. Et on peut voir, quand il enlève le scotch, à quel point le siège est sale. Ce n'est pas une ombre, c'est juste de la saleté. Jimmy a donc du boulot pour nettoyer tous ces sièges crème et à peu près tout l'intérieur, y compris le tableau de bord couleur chocolat. Et plus il nettoie, plus je commence à l'aimer. Je ne comprends juste pas pourquoi on aurait un 4x4 avec un intérieur super clair si on est sûr qu'il va toujours se salir. Mais peut-être qu'on pourra le changer ou le personnaliser à l'avenir pour le rendre plus à notre goût. Les tapis de sol sont propres, la moquette est propre. Maintenant, il s'occupe aussi de l'arrière de la voiture. Et elle a l'air toute neuve. Elle est vraiment très classe. Prochaine étape, le pare-brise qui est complètement fêlé. Mais Screensaver est là, et ils m'ont trouvé un nouveau pare-brise pour le remplacer. Tous les capteurs de pluie doivent être débranchés du pare-brise. Ensuite, on détache les essuie-glaces et ils peuvent découper le verre d'origine. Ils préparent alors la surface. Ils enlèvent toute la vieille colle qui est sur la voiture pour appliquer la nouvelle colle du nouveau pare-brise. Et avec les ventouses, ils peuvent remettre le nouveau pare-brise en place. En fait, ce pare-brise n'est pas si grand que ça. Et pour être honnête, il n'était pas si cher, considérant que c'est un pare-brise Mercedes. Ensuite, tous les capteurs peuvent être remis en place, ainsi que les garnitures. Et voilà, c'est fait. Voici l'ancienne boîte arrière. Et je ne pense pas qu'elle soit compatible avec le nouveau kit Urban. J'avais un système Valvetronic complet pour cette voiture. Mais encore une fois, je ne pense pas que ça va aller avec le kit Urban, car il est beaucoup plus bas. Et avec le kit Urban, vous avez un tout nouvel échappement, qui est le Miltech. C'est ça. Vous voyez la différence. Vous avez le boîtier arrière. Cette vanne va s'ouvrir et se fermer. Quand elle est fermée, les gaz d'échappement passent par le silencieux arrière, qui est beaucoup plus petit. Quand il est ouvert, c'est en gros un tuyau droit. Mais je pense que ça ira avec le nouveau kit. Donc je vais installer le Miltech, parce que c'est celui qu'on a maintenant. Mais on va devoir changer les vannes. À quoi ressemblent les embouts d'échappement?
Wow! Wow, 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 wow! Oh, ça a l'air dingue. Ah ouais, c'est super. Noir satiné. Furtif. D'accord. Bon, maintenant, j'enlève la valve standard de l'échappement standard et je la mets dans l'échappement Miltech, en faisant gaffe à bien aligner le ressort avec la nouvelle soupape. Je glisse ça sur les goujons, je serre les écrous et maintenant je peux le remettre en place. C'est l'échappement le plus facile à installer au monde. Je laisse ça un peu lâche. Donc quand je vais mettre les embouts, je vais les aligner là. Et là, je devrais pouvoir ajuster les tips. Allons chercher les tips. Wow! Regardez ça. Ça a l'air sympa. J'aime bien l'effet décalé. Je pense que c'est décalé. Ou dois-je le ramener pour qu'il soit à fleur? Je sais pas trop. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. Ce qui est bizarre avec ces échappements, c'est que de chaque côté, on n'entend que 4 cylindres. Mais on va voir à quoi ça ressemble. Et voilà! On y est presque! Et on est le 16 décembre. 5h15. Il y a encore quelques trucs à faire. Il y a une barre lumineuse à mettre dessus, il faut la brancher, on ne sait pas trop comment faire, on va devoir trouver une solution. Mais j'ai installé l'échappement Miltech pendant que Jimmy nettoyait l'intérieur. Et écoutons ça. J'espère vraiment que ça sonne bien. Oh! 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 Oh, mon Dieu! Ouais! Oh mon Dieu! Ok, on a plein de voyants. Parce que ce qu'il faut qu'on fasse, c'est calibrer le régulateur de vitesse. Mais avant tout, la barre de protection sur le toit. Donc, revenons à la barre lumineuse. En fait, on a perdu le kit de câblage pour ça, du coup, on a dû en fabriquer un nous-mêmes. Ok, mon père est en train de remettre la clim dans la voiture. Donc, on a la clim. Et maintenant, on a 7 lucarnes, donc il y a 2 LED. Positif et négatif. Et ça va être posé sur le toit. On doit trouver comment alimenter ça en électricité. Donc on va peut-être devoir percer un trou dans le toit. Et faire passer ces câbles à l'intérieur. Ouais, c'est exactement ce qu'on va faire. Donc, je commence à percer le toit. Je fais passer le fil, je regarde si je le vois de l'autre côté, et si c'est pas le cas, je vais devoir percer plus profond. Je peux maintenant faire glisser le fil à l'intérieur, et je vais enlever ce pare-soleil pour pouvoir le trouver de l'autre côté. Donc ce que je veux, c'est qu'il descende ici, et je veux mettre le commutateur ici, juste à côté. Je vais enlever cette garniture du montant A pour pouvoir faire glisser le fil vers le bas. Voilà, c'est fait. Il y a plein de fusibles ici. Donc ce que je veux faire, c'est essayer de comprendre à quoi ils servent. Comme ça, j'espère pouvoir en désactiver un, et peut-être... Enfin, ce serait bien si je pouvais juste couper l'alimentation. Si certains des fusibles ne marchent que quand le contact est mis, ce voyant ne s'allumera pas tant que le contact ne sera pas mis. Ce qui serait parfait, comme ça je sais qu'il ne consomme pas d'énergie quand le contact est coupé. Avant de faire ça, je vais mettre la colle Mansory sur la barre lumineuse, puis je vais laisser sécher ça. J'en ai mis aussi un peu autour du trou que j'ai fait dans le toit pour empêcher l'eau de rentrer. Puis je l'ai scotché. Je mets un fusible de 30 ampères là-dedans, allumage sous tension, donc c'est seulement quand l'allumage est en direct. Donc voici mon courant, ça c'est le courant, c'est la clé de notre succès. Ce courant, il va partir, et voici notre interrupteur qu'on a pris chez Alfords, ok? Il a 3 broches, il faut oublier la pointe du bas, c'est juste pour la lumière là-dessus. Je m'en fiche. Bon, je vais brancher l'alimentation sur le doré. L'alimentation est là, salut. Il y a du courant? Ok. Puis, le rouge de la lumière, il va aller au milieu du commutateur. Donc, le courant ne pourra pas passer par ce commutateur, à moins que je ne l'actionne comme ça. Puis, la terre de la lumière, l'autre fil, je vais juste le relier directement à la voiture, ce qui devrait constituer un interrupteur sûr, qui sera équipé d'un fusible, donc ça ne devrait pas provoquer d'incendie. Voyons si ça marche. Ok. J'espère que ça a du sens. Voici donc mon fusible, que je branche sur les vitres électriques, qui ne marche que quand le contact est mis. Ok, donc ça, c'est les lumières. C'est le rouge et noir des lumières, et je pense que le noir, c'est la masse. Donc, je vais juste brancher le fil de terre de la LED. On va chauffer ça,
Et puis, on va chercher une prise près du boîtier à fusible. Et il y en a une juste à côté. C'est parfait. Je peux piquer là-bas, puis le boulonner. Une fois que c'est en place, j'ai besoin d'alimenter les LED. Ce fil d'alimentation va directement à l'interrupteur, parce que cet interrupteur est alimenté par notre allumage qu'on vient d'installer. Et maintenant, on va le tester. Ouais, mec! Après ça, je dois juste trouver un endroit où installer l'interrupteur. Je ne voulais pas percer le tableau de bord, donc juste en dessous, dans la moquette, me semblait parfait. Je sais que j'aurais probablement dû ajouter un relais à ça, mais je ne vois pas où est le problème d'alimenter ce petit interrupteur juste pour allumer quelques LED sur le toit. Une fois que j'ai percé le trou, je pourrai mettre l'interrupteur dans la moquette et remettre toutes les garnitures à leur place. Super! Ok. Je pense qu'on est fin prêt pour le premier essai. Allons-y. Le lendemain matin, on a pris la route pour la première fois avec le G-Wagon. Tout se passait super bien. Il y avait quelques voyants allumés sur le tableau de bord, juste parce que le capteur radar avant n'était pas encore calibré. Mais la voiture était en assez bon état pour nous emmener là où on devait aller, afin de chercher la dernière pièce pour finir la construction. C'est parti! Wheelmania pour la dernière pièce du puzzle. On vient toujours ici pour finir les constructions. Et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Il nous faut ces roues pour remplir les arches du G-Wagon, avant qu'on tente de rejoindre la Suisse. Ça a été un sacré boulot, et surtout, ça a été fait en un temps record. Donc passons maintenant à Wheelmania. On installe ces roues sur le G-Wagon. Allez, Wheelmania m'a soutenu depuis le début, comme beaucoup d'entre vous. Et même maintenant, quand je passe ces portes, je ressens la même excitation que la première fois. Oh, celles-là, elles vont faire beaucoup de bruit. Regardez-moi ces bad boys, on dirait des roues de Formule 1. Elles ont l'air dingues. Donc en fait, elles sont fournies avec le kit Urban. Et elles ressemblent un peu aux jantes Mansory que j'avais sur la Rolls-Royce. Et elles sont fabriquées par Bossen, en collaboration avec Urban. Et fournies par Wheelmania, bien sûr. Et écoutez, on n'est pas bête. Cette fois-ci, on n'est pas bête. Écoutez, on a mis des pneus d'hiver. Donc j'espère vraiment qu'on ne va pas déraper partout quand on arrivera en Suisse dans les montagnes. Un choix de roues super controversé. Mais tout est inclus dans le kit Urban. Et je pense qu'avec ces roues, cette voiture va vraiment se démarquer des autres. Encore une fois, un grand merci à Wheelmania de m'avoir soutenu pendant toutes ces années. Les roues sont en place, on vous les montre pas encore, on attend juste que les enjoliveurs soient finis pour que ce soit vraiment parfait. Ils sont vraiment controversés. Mais je trouve qu'ils vont bien avec la voiture. Je pense que les avis seront partagés. Il y a toujours des avis partagés sur les roues. Mais on y est presque. On rentre à la maison, on fait nos valises et on commence à se diriger vers la Suisse. La DBX de mon père est là aussi. On est en train de mettre les pneus d'hiver parce que je crois que c'est obligatoire en Suisse à cette période de l'année. Donc, les pneus d'hiver sur la DBX. La DBX n'a pas encore roulé depuis qu'on a refait le moteur. Et n'oubliez pas que si vous avez besoin de roues, de pneus ou d'une remise à neuf de roues, eh bien, Wheelmania, Wheelmania est l'endroit où aller. Le lien est dans la description. Maintenant, jetons un œil au G-Wagon. Ok, on est en train de s'arrêter. Oh. Oh. Pas sur l'autoroute. On devait partir pour la Suisse ce soir. Je crois que le différentiel est foutu. Ou l'arbre de transmission. Oh. Je crois que je sens l'odeur d'huile. Juste au moment où tout allait bien. Sur le chemin du retour de Wheelmania, la voiture a commencé à faire un bruit horrible. Ethan, est-ce que t'es occupé? Vous êtes où? On est sur le bord de la M42 dans le G-Wagon. Eh bien, je peux ne pas être occupé. Ouais, si tu pouvais ne pas être occupé, ce serait parfait. C'est pas bon. On essaie de le sortir de l'autoroute? On peut essayer, ouais. On va essayer. On dirait qu'un arbre de transmission était cassé. Ou même le différentiel.
mais sans aucun avertissement. Pauvre Wayne. Bon, alors, on est supposé partir pour la Suisse dans environ 6 heures. J'ai bien dit qu'on avait un jour d'avance. Parce qu'on voulait partir jeudi, non? Ok, tout va bien alors. On dirait que c'est bon, mais Oh! si près du but. On a réussi à sortir de l'autoroute et à rejoindre les services, où on peut laisser la voiture et attendre que Ethan vienne nous chercher. Ethan! C'est quoi ton Salut. truc pour être aussi intelligent? Comment ça, si intelligent? Pourquoi si intelligent? Tu veux que je ressemble à un plumeau? Comme d'habitude. Bon. On a littéralement moins d'une journée pour trouver ce qui ne va pas avec le G-Wagon. Et moins d'une journée pour le réparer. Donc ramenons-le à l'atelier. Oh! Refais ça? Ah, c'est le bruit de la boîte de vitesse. Ouais, je pense que le seul moyen de savoir, c'est de monter dans la voiture. C'est pas celle de devant, hein? La seule façon de savoir, c'est de monter dans la voiture, de la conduire et d'écouter. Ouais, chérie, monte! Tu penses quoi des G-Wagon? Ouais, j'aime bien. Tu sais, la seule chose que je n'aime pas, c'est le bruit de la porte. Genre, pourquoi est-ce qu'il est si... bruyant? Oh, je pense que c'est le différentiel. Je crois que le différentiel est fichu. Oh, non! Le bruit vient sûrement du différentiel arrière. Donc c'est le moment de vérifier ça. Y a-t-il de l'huile dedans? Ouais, il y en a. Y a de l'huile. C'est vraiment bizarre que ça casse sur un 4x4. Surtout un G-Wagon. Il y a donc dû y avoir un problème. Et on a trouvé ce problème. Ah ouais, je crois que c'est cassé. Ouais, tous les roulements sont cassés. Ouais, les roulements à rouleau ont disparu. Ok, arrête! Ouais, je pense qu'il faudrait remettre des roulements à billes là-dedans. Donc on est plutôt confiant que ça, le différentiel arrière est fichu. Mais pourquoi le différentiel arrière a lâché à 82 000 km? Il devrait quand même durer plus longtemps que ça. Bon, voyons juste combien il y a d'huile dedans. Je pense pas que ça en prenne beaucoup, mais on dirait pas que ça ait fui non plus. Donc... Oh! Oh mon Dieu, ça a l'air Il y a métallique. beaucoup d'huile dedans. Mais comme on l'a vu avec le moteur, il peut y avoir encore de l'huile dedans, et ça peut quand même caler. Est-ce que c'est pareil pour le différentiel? On va bientôt le savoir. Ouais, regarde. Il est bien trop serré. Ouais, c'est le blocage du différentiel. Ouais. Les roulements du différentiel sont complètement fichus. Encore une fois, une autre panne mécanique vraiment bizarre sur cette voiture. Le moteur lâche sans prévenir et sans qu'on comprenne pourquoi. Et pareil pour le différentiel arrière. Les roulements viennent de lâcher. Mais au lieu de tergiverser et d'essayer de comprendre comment ça s'est passé, on avait tellement peu de temps que je devais agir et commencer à régler le problème. Quoi qu'il en soit, on doit retirer ce différentiel, et je pense que le moyen le plus rapide d'y arriver, c'est d'enlever tout le faisceau arrière de la voiture. Donc là, j'étais vraiment en train de fumer. Je dégage tout le faisceau arrière de la voiture, je déconnecte les conduites de frein, la suspension et le câblage pour finalement poser le faisceau arrière sur le sol et ensuite essayer de trouver une solution pour réparer ça à temps. Ok, voilà le cadre arrière démonté. On pense que c'était la solution la plus simple. Je crois que Liam est en route pour aller voir le gars à qui on a acheté le moteur pour lui dire que, croyez-le ou non, on a besoin de son différentiel arrière. Ça va sûrement faire exploser le budget de cette construction. Mais voyons combien il veut pour le différentiel arrière. Et je pense que si on essaye de tout changer, la seule chose qui m'inquiète, ce sont les unités électriques là. Est-ce qu'on garde le même appareil électrique ici? Ou est-ce que on la laisse hors du wagon disjoncteur? Et si c'est le wagon brise-glace? La question est de savoir si le wagon brise-glace va communiquer avec l'ordinateur. Mais si cet ordinateur est là, c'est la raison pour laquelle ça ne marche plus, on ne veut pas le laisser allumer. Donc c'est compliqué. On peut toujours le changer pendant qu'il est dans la voiture, on peut donc prendre cette décision après coup. Mais finissons-en avec ça.
Voici notre nouveau différentiel, on ne rigole pas. On ne rigole pas. Et j'espère vraiment que ça va marcher. Donc, bon, on a tout ce qu'il nous faut. On a même gardé les disques de frein, ce qui ne sert vraiment à rien, parce qu'on a dépensé bien plus que ce qu'on aurait dû, mais au final, on a une voiture quart verticale techniquement en bon état. Donc, maintenant, mettons ce gros bonhomme à l'arrière. Je suis vraiment inquiet pour ce différentiel. Ça me fait vraiment flipper. Je ne sais pas si celui-là va durer. Je veux vraiment pas qu'il casse. Encore une fois, comme pour le moteur, on pourrait probablement passer un peu de temps à essayer de reconstruire le différentiel. Mais là, on n'a pas le temps. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas le reconstruire plus tard et le mettre en vente. On espère juste que cette différence d'occasion va régler notre problème. Et ce n'est pas un problème électrique qui fait que le différentiel se bloque et se casse. On ne sait toujours pas ce qui est arrivé à cette voiture pour causer tous ces problèmes. Les seuls indices qu'on a, c'est ce rapport de quart vertical. On dirait que la voiture n'a pas roulé entre 2023 et maintenant. Le fait que la voiture était en leasing ou financée, mais elle n'a jamais été assurée quand elle a été endommagée. Et si la voiture avait été déclarée à l'assurance et vendue aux enchères sur un site spécialisé dans les voitures accidentées, il est probable que le rapport quart vertical aurait indiqué des photos des dégâts. Mais là, ça nous montre juste que la voiture a été abîmée, sans préciser pour autant de catégorie. Mais n'oubliez pas, si l'un d'entre vous envisage d'acheter une voiture cette année, pensez à la vérifier d'abord sur quart vertical. Et n'oubliez pas d'utiliser mon code de réduction pour économiser un peu d'argent sur cette vérification. Ok, ça fait un cadre arrière complet en quelques heures. Je vais purger les freins, parce qu'on a retiré les conduites de frein, et je vais faire une lecture des codes pour m'assurer que cette unité de contrôle à l'avant communique bien avec le reste de la voiture. Parce que je pense qu'on va peut-être devoir retirer cette unité et la remplacer par celle qui était déjà là, qui se trouve là-bas. Il n'y a que 4 boulons qui la maintiennent en place. Mais tout ce que fait cette unité de contrôle, c'est une petite goupille qui glisse comme ça, elle va de gauche à droite pour verrouiller et déverrouiller le différentiel. Donc, tant qu'il n'est pas bloqué en position, ça devrait aller. J'ai juste besoin de savoir s'il communique avec lui. Je suis un peu inquiet. C'est tous ces trucs électriques. Ce qu'on va faire, c'est d'abord purger les freins et ensuite on s'occupera de l'électricité et on le démontera. Allons-y. Bon, comme la plupart de ces nouvelles voitures, elles ont besoin d'une méthode spéciale pour purger les freins. Pour l'instant, la pédale va directement jusqu'au plancher, donc on va juste revenir aux bases. On va remplir le liquide de frein avec du liquide de frein Valvoline bien sûr, et ensuite on va fixer Monsieur Push au réservoir de frein, ce qui va pousser une pression d'environ 2 bars dans le système de freinage. Ensuite, on va aller à chaque coin et recouvrir le raccord de purge sur les étriers jusqu'à ce que tout l'air soit sorti. Normalement, sur les nouvelles voitures, il y a une procédure pour faire ça électroniquement. Mais je n'ai pas l'ordinateur pour le faire. Donc on va le faire à l'ancienne et espérer que ça marche. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra enlever Monsieur Push. C'est bon? Vraiment? Appuyez sur la pédale. C'est une pédale de frein. Ah, ok. Ok, la pédale de frein est réparée. J'ai fait ça à l'ancienne. Et ça a l'air d'avoir marché. Jusqu'ici, tout va bien. Bon, maintenant, on peut remettre les roues. Et voilà, les enjoliveurs sont arrivés. Les enjoliveurs, ils flottent comme ceux d'une Rolls-Royce. Très chic, mettons-les. Ça a l'air 1000 fois mieux. Et tout allait bien à ce moment-là. On pensait que ça allait être vite réglé. Du moins, c'est ce qu'on pensait. Arrêtez-vous, mettez le frein à main. Je comprends pas, comment on fait pour sortir de là? Oh non. Maintenant, la voiture disait qu'elle était en mode basse vitesse. Et elle ne voulait pas en sortir. De plus, elle ne passait pas les vitesses. On dirait qu'on a reculé. Rien. Oh, Rien? tu plaisantes. Non. Normalement, le différentiel arrière de cette voiture est un différentiel ouvert. Et ça fait juste passer la puissance à la roue qui a le moins de résistance. Mais ça ne sert à rien si vous êtes coincé dans la boue. Alors, ça vous donne la possibilité de bloquer le différentiel arrière, ce qui veut dire que les 2 roues arrière reçoivent la même puissance, ce qui les aide à sortir de la boue, de la glace ou de n'importe quel endroit où les roues risquent de patiner. Le problème, c'est que pour bloquer le différentiel arrière, la voiture passe en mode basse vitesse.
Et ça vous donne un rapport de transmission différent, donc vous avez plus de couple. Mais ce rapport de transmission différent, ça veut dire que la voiture est limitée à une certaine vitesse. Et ce n'est pas cool si on veut rouler avec cette voiture sur la route. Ok, donc on va changer ce mécanisme, parce qu'on pense que c'est lui qui fait passer la voiture de haute vitesse à basse vitesse. Mais... Je sais pas. En fait, l'utilité de cet objet, c'est que ça sert juste à faire passer du différentiel ouvert au différentiel bloqué. Mais comme on garde le même système électrique sur cette voiture, comme on l'a fait quand on a changé le moteur et la boîte de vitesse, on pourrait aussi bien faire pareil avec le différentiel pour voir si c'est ça le problème. Parce que la voiture ne voit sûrement pas la différence par rapport à avant que le différentiel casse. Tout le système électrique est pareil. Allume-le. Super. Mais le problème était toujours là, même quand j'ai effacé les codes. La bonne nouvelle, c'est que la voiture a fini par démarrer et on a pu avancer. Donc on a avancé. Mais on était toujours en mode basse vitesse. Et on a eu ce problème. La boîte de transfert a un problème. Le message est manquant. Ça devient juste confus maintenant. La boîte de transfert est à l'intérieur de la boîte de vitesse. Et on n'y a pas touché depuis qu'on a fait le différentiel. Mais c'est la boîte de transfert qui s'occupe de passer du mode haute vitesse à basse vitesse. La seule chose que je peux faire maintenant, c'est de réinitialiser complètement tous les modules et de refaire une procédure d'apprentissage pour leur réapprendre toutes les valeurs. En gros, je tape sur les touches de l'ordi jusqu'à ce que ça marche. Si ça marche vraiment, c'est que il ne sait pas où se trouvent les positions neutres, parking ou marche arrière. Quand Ethan se met au point mort en stationnement ou en marche arrière, ça ne dit pas au différentiel arrière « je suis prêt à rouler ». Ça dit juste qu'il ne sait pas qu'il y a un problème. Donc ça dit que la portée est faible. Ça dit « portée faible ». Mais en fait, c'est peut-être pas la batterie qui est faible, c'est juste la panique. Maintenant, on croise les doigts pour que cette procédure d'apprentissage soit terminée et qu'elle ait vraiment marché. L'apprentissage a marché ? Oh, on pourrait y aller! C'est le moment de tester. Ça marche? Ethan, devine quoi? Ça marche? On dirait que tu pars en Suisse! Ah! Ouais! La mécanique! La méthode d'apprentissage a vraiment marché. Tous les problèmes étaient en fait d'ordre électrique. Quelle surprise! Ça devait être tous les codes d'erreur, parce qu'il n'y en a pas plus sur le tableau de bord. Le tableau de bord était clair. Je pense quand même qu'il faudrait régler le régulateur de vitesse adaptatif, mais on était bien mieux placé maintenant. Et on dirait qu'on a réussi à réparer la voiture juste à temps. Parce que demain, c'est le jour du départ. C'est parti! Wayne est fin prêt. On pense. Mon père est dans sa DBX dont on a refait le moteur et on ne l'a jamais utilisé pour partir en voyage avant. On espère que ça tiendra le coup. Il est sur ses roues d'hiver, sur ses pneus d'hiver. On a aussi les pneus d'hiver. On espère vraiment que Wayne tiendra le coup pendant les prochains milliers de kilomètres. Au moins jusqu'à ce qu'on arrive en Suisse. Allez! Allez! Le soulagement était incroyable. Wayne était en fait sur la route après 6 jours complètement dingues. Un plan pour voyager depuis le Royaume-Uni jusqu'en Suisse. On a réussi à aller jusqu'à Douvres où les voitures vont prendre le ferry pour la France. On monte à bord du ferry. On met ça sur le pare-brise. Avec 2 heures de route devant nous, on a tous pu se reposer un peu avant la prochaine étape, en France. Wayne est arrivé en France. Salut, je m'appelle Français.
Oui, oui, super, s'il te plaît. Pour être honnête, la suite du trajet, c'était juste une longue balade sur l'autoroute. Mais les deux voitures roulaient super bien, et j'étais tellement content qu'on ait réussi à remettre Wayne sur la route. Il y a seulement 6 jours, il était resté à une vente aux enchères, abîmé et hors d'état de rouler. Et maintenant, il est en route pour la Suisse. Même si la consommation semble être de 100 km par litre. Ce qui veut dire qu'on a dû faire plein d'arrêts. C'est reparti! Oh, j'ai déjà mis 150 livres pour commencer. On vient d'arriver à Calais. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Ça doit être la voiture la moins économique que j'ai jamais eue. Oh mon Dieu! J'ai déjà dépensé 150 livres pour elle. C'est pas possible! On ajoute encore plus de carburant à la bête. Après avoir parcouru un bon nombre de kilomètres, les deux voitures ont enfin réussi à arriver en Suisse. Il y a un peu de neige. Et même si on s'attendait à beaucoup de neige, comme lors de notre dernier voyage en Suisse, cette fois-ci, le temps était beaucoup plus clair, mais au moins on était prêts avec nos pneus d'hiver. Et qui aurait cru que parcourir des milliers de kilomètres serait probablement la partie la plus facile de ce projet? C'est parti! C'est parti, on y va! Et si on va en Suisse, c'est pour que je puisse faire plaisir à mes potes et à ma famille qui ont tous participé à la réalisation de ces vidéos, que ce soit devant ou derrière la caméra, tout au long de l'année, en faisant du ski pour les fêtes de Noël. On a mis des pneus neige et il n'y a pas de neige, tout va bien. Et quelle belle façon de le faire dans un G-Wagon et une DBX. Après 1000 km, je pense que Wayne a peut-être réussi. Je pense qu'il l'a fait. C'est le genre de souvenir que je n'oublierai jamais. Si vous m'aviez dit l'année dernière que je reconstruirais un G-Wagon en 6 jours seulement et que je roulerais ensuite jusqu'en Suisse, je vous aurais pris pour un dingue. Mais je crois que le travail acharné l'emporte vraiment sur le talent. Comment ça va? Je vais bien? Ok. Et nous étions arrivés. Wayne a réussi. Il a réussi, et t'as dit qu'il réussirait pas? J'ai jamais dit qu'il ne le ferait pas. J'ai dit que c'était discutable. On a réussi. On a réussi, ça fait super Noël. Comment était ta voiture? Ça allait. Quand j'ai dit qu'on allait skier, je n'ai pas dit qu'on était bon à ça. Liam! Ah, je l'ai fait! Et je parie que vous vous demandez tous combien ça a coûté. Eh bien, le G-Wagon coûtait 72 000 livres. Ensuite, on a dépensé au total 38 000 livres sterling pour toutes les pièces. Et si vous regardez le prix des Urban G-Wagon de cette année-là, avec ce kilométrage, je pense qu'on s'en est plutôt bien sorti. Il reste encore quelques petites choses à faire pour que ce soit vraiment parfait et enlever quelques voyants du tableau de bord. Mais on pourra en parler dans une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à vous abonner, donnez-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace out. Les voyants de gestion du moteur sont allumés depuis quelques minutes. Tu sais quelles pourraient en être les causes ou ça arrive pour plein de raisons. Parfois, c'est juste parce que c'est Noël. Like a drug that